Bienvenue dans Journal d'une éclosion, un podcast sensible et créatif où l'on parle de santé mentale, d'évolution, de doute et d'ambition. Je profite de cette intro pour m'excuser si jamais il y avait eu des bruits de travaux qui étaient passés à travers le montage. Bonne écoute. Et si nous combinions aujourd'hui le sujet de la créativité et de la santé mentale? En ce moment, je passe par une période un petit peu difficile au niveau du moral et je me suis fait une certaine réflexion. On le sait depuis toujours, la santé mentale a un impact positif ou négatif sur la créativité et sur notre capacité à créer. On dit beaucoup que les artistes créent dans la douleur ou que la souffrance rend créatif. Bref, on le sait, la santé mentale impacte la créativité, mais pas tout à fait de manière universelle. Ça peut autant la nourrir que l'affaiblir. On romantise très souvent ce qu'on appelle la souffrance créative, mais la réalité est tout autre et aujourd'hui, on en parle un peu. La vérité, c'est sûrement qu'il y a deux réalités. Enfin, il y en a sûrement beaucoup plus que ça, mais on va dire qu'il y a deux grands axes. De manière générale, les émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, vont impacter notre inspiration. Pour beaucoup, on va avoir le besoin de s'exprimer qui va se développer, la création comme exutoire au quotidien où on va laisser nos émotions un petit peu dans notre art. Et pour d'autres, ça va créer plutôt une fatigue mentale, une perte d'énergie, le syndrome de la page blanche qu'on connaît tous, parfois même une perte de sens face à ce qu'on fait, ce qu'on crée, de manière générale, notre inspiration. Personnellement, parfois je vais créer pour survivre. D'autres fois, c'est plutôt pour fleurir quand les émotions positives sont là. Et parfois, j'ai même pas la force de créer. J'aimerais aujourd'hui citer plusieurs exemples d'artistes qui ont été impactés par le côté positif ainsi que par le côté négatif et l'impact que ça a eu sur leurs œuvres et leurs créations. Tout d'abord, parlons de Monsieur Vincent Van Gogh. Tout le monde le connaît ou a en tout cas au moins entendu parler de lui une fois. Certaines de ses œuvres les plus connues, dont La Nuit étoilée, ont été écrites pendant qu'il était en hôpital psychiatrique. Ici, on parle d'une lutte profonde contre la dépression et l'isolement. La peinture lui a donc servi d'exutoire émotionnel. Ensuite, très connue également, nous avons Frida Kahlo. Ses œuvres sont profondément liées à la douleur physique et émotionnelle. Elle a fait beaucoup de ses autoportraits autour de la souffrance. Ici, elle a donc transformé cette souffrance en identité artistique. Kurt Cobain, le leader de Nirvana, a écrit beaucoup des morceaux emblématiques dans un état de mal-être profond. La musique a été donc pour lui un genre de cri intérieur qui l'a aidé à extérioriser. Pour finir sur les émotions négatives, parlons de Billie Eilish. De son côté, elle parle ouvertement de la dépression. Son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go est fortement imprégné de cette noirceur. Et finalement, après autant d'années, cette esthétique sombre devient un petit peu sa signature. Alors oui, il y a ceux qui vont créer dans la souffrance et sortir de cette souffrance quelque chose de grandiose. À côté de ça, nous avons tout de même des artistes qui ont créé dans la joie et le positif. Nous avons parlé de Van Gogh. Parlons maintenant de Claude Monet. Il a peint ses Paris à Giverny dans une fascination et un émerveillement total. C'est donc une œuvre ancrée dans la contemplation et la beauté. Ensuite, nous avons Taylor Swift. Son album Lover parle d'amour, de douceur et de plein d'émotions positives que nous pouvons ressentir. Cet album a été créé dans une phase plus apaisée de sa vie. Nous avons également le groupe BTS. Certains de leurs projets sont tournés vers l'amour de soi, la guérison, l'espoir. Ici, la création devient un genre d'élévation collective. Et pour finir, nous avons Pharrell Williams avec son titre emblématique Happy, qui est très clairement une ode à la joie. Et c'est donc une création qui a été faite dans un état positif, pleinement assumé. Pour clôturer ce point, j'ai envie de dire que créer dans la joie, c'est pas moins profond, c'est juste une vision complètement différente. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être créatif. Certains le font pour survivre, d'autres au contraire parce qu'ils se sentent vivants. Et parfois, voire même très souvent, on passe par ces deux étapes. Personnellement, j'ai toujours créé. Depuis toute petite, j'écris, je dessine. Peu importe le support, devenait quelque chose de créatif. Que ce soit par des photographies de la nature, des paysages, etc. Ou bien des activités manuelles et créatives dans toutes ses formes. Et en me posant et en réfléchissant, j'ai remarqué qu'en fonction de mon état émotionnel, mes créations étaient complètement différentes. Du peu que j'ai pu garder, on voit l'évolution d'une moi très dépressive avec des créations très sombres, très tristes, avec petit à petit la lumière qui s'installe en elle. La vérité, c'est que je vous parle
d'œuvres que j'ai créées dans cette noirceur, dans cette dépression intense, mais je suis aussi et surtout passée par une grosse période de vide. Pendant de nombreuses années de ma vie, j'étais complètement incapable de créer. Tout était source de trous noirs, de pages blanches. Je n'avais aucune inspiration et le peu que j'arrivais à créer, je finissais par le jeter parce que ça ne me plaisait pas du tout. Depuis 2 voire 3 ans, je me suis remise à créer mais de manière différente, en étant plus à l'écoute de mes ressentis, de mon corps, de mes émotions. Parce que j'ai aussi compris que intégrer mes émotions à ce processus créatif, ça crée quelque chose d'encore plus gros. Les fois où j'arrive à créer, je suis hyper heureuse. J'écoute ce qui vient naturellement. Je note certaines idées qui me viennent mais que j'ai pas forcément le temps d'appliquer ou que je ne me sens pas prête à appliquer, mais je les note pour plus tard. Je trouve que c'est aussi une manière de stimuler sa créativité parce qu'on garde ça dans un coin de sa tête ou quand la tête n'est pas suffisante pour le garder, on le garde pour plus tard sous la forme que l'on souhaite, mais très souvent moi je l'écris. Il est très rare maintenant que je passe par des phases où je n'arrive plus du tout à créer, juste que mes créations prennent une forme différente. Cependant, à la place de ces phases de créativité inexistantes, je vais plutôt passer par des phases de comparaison extrême. C'est-à-dire que je vais remettre en question absolument tout ce que je fais. Je vais comparer à d'autres personnes qui sont très souvent bien plus expérimentées que moi. Parce que oui, même si je crée depuis toujours, j'ai jamais eu accès à tout ce dont j'aurais eu besoin pour évoluer correctement. Et surtout, dans ces phases de noirceur où j'ai juste complètement tout abandonné, et ben forcément, ça crée du retard là où les autres ont continué d'évoluer. Alors je pense que ça fait partie aussi du processus d'accepter que certaines personnes, même si elles ont le même âge que moi ou même si elles sont plus jeunes que moi, ont peut-être développé de l'expérience là où moi j'étais en arrêt total. Donc forcément je vais culpabiliser, je vais un petit peu m'auto-flageller à l'idée de ne pas être aussi bien que les autres. Ce qui va souvent laisser place à de la frustration parce que je sais que j'en ai les capacités, parce que ça fait partie de moi en fait tout simplement. Mais c'est très frustrant de se dire que je suis bien plus dure avec moi-même que je ne peux l'être avec les autres. Le 4e point que je voudrais aborder sur cet épisode de podcast, c'est que non, souffrir ce n'est pas être plus talentueux et non, ne pas créer ce n'est pas être moins créatif. Parce qu'on ne devrait pas avoir besoin d'aller mal pour créer quelque chose de beau et la quantité de ce que l'on crée ne nous rend pas moins ou plus créatif que quelqu'un d'autre. Personnellement, j'ai surtout décidé, peut-être malgré moi, avec le temps, de changer d'œil et de perception sur cette énorme bulle qu'est la créativité. Parce que finalement, la créativité, c'est la manière dont on l'interprète. On peut créer différemment. Personnellement, je suis intéressée et je pratique différents médiums, mais vraiment. C'est-à-dire que ça va par le dessin, la peinture, le dessin digital aussi, le graphisme, l'illustration de manière générale, on va dire, mais aussi quelque chose de beaucoup plus manuel comme la poterie. Quand je dis la poterie, c'est sous différentes formes, que ce soit avec de l'argile purement ou aussi avec la pâte polymère qu'on appelle souvent la pâte Fimo. Je fais aussi tout ce qui va être crochet, broderie sous plein de formes. Je fais aussi beaucoup de couture et dernièrement ma nouvelle lubie c'est tout ce qui va être autour des perles, les créations avec des perles. Je me suis fait un collier, j'ai fait des bracelets à moi, mon chéri, à une amie, des petits porte-clés. Vraiment ça va dans tous les sens. Il y a une chose aussi que j'aimerais, enfin 2 choses que j'aimerais pratiquer qui sont la linogravure, il faut juste que j'achète le matériel pour, ainsi que le tatouage. Dans un but purement personnel, donc pour moi et mes très proches, mais c'est quelque chose que je veux faire depuis des années maintenant et je sens que petit à petit je suis en train de préparer mon panier, j'arrête, je prépare mon panier, j'arrête. Je sens que bientôt je vais recevoir mon matériel et que cette nouvelle lubie va se développer, mais c'est aussi de la créativité. J'ai oublié de le dire, mais avant tout, avant de me lancer dans cette grande expérience qui est la freelance, et ben j'écrivais aussi, et ça fait partie de la créativité. Enfin, j'écrivais et j'écris toujours. J'ai mis mon livre, donc mon roman, en pause, mais je continue d'écrire énormément de poésie et des petites choses qui sont des extraits par-ci par-là, mais qui n'aboutissent pas. Tout ça, ça reste de la créativité. À côté de ça, je suis aussi maman, donc
Je fais des activités manuelles, beaucoup, avec mes enfants. Mais je crois que c'est aussi ça, apprendre à créer différemment, c'est s'ouvrir à d'autres expertises et accepter des fois de peut-être créer moins bien, pas parfaitement, pas forcément abouti, mais de s'ouvrir à d'autres choses pour développer et stimuler cette créativité qui peut être bloquée à un certain moment à cause des émotions ou des événements de la vie de manière générale. Ce que je veux dire par là, c'est plus simplement qu'il faut s'autoriser à ralentir, à accepter les cycles des émotions qu'on peut ressentir et donc de notre santé mentale de manière générale. Peut-être que finalement l'éclosion c'est un petit peu ça. Ce n'est pas créer à tout prix, mais de s'écouter suffisamment pour savoir quand et comment le faire. Si tu as écouté ce podcast sur une plateforme qui te permet de laisser un avis, sur Spotify, Apple Podcast et YouTube notamment, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ce que tu penses de ce sujet. Est-ce que toi aussi, par moment, tu te sens bloqué ou frustré dans ta créativité, ou est-ce que, au contraire, c'est des choses qui peuvent te rendre encore plus créatif ou créative? Je te laisse me dire tout ça et on en discute avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 2 officiellement de Journal d'une éclosion. Si tu souhaites soutenir ce projet de cœur, n'hésite pas à t'abonner, laisser un avis ou un petit commentaire et en parler autour de toi. Et surtout, merci beaucoup de m'avoir écouté.